Bienvenue d'abord à M. Pierre Filion, que je vais vous le présenter rapidement. Oui, je vous vois à l'écran. Bonjour, M. Filion. M. Filion est professeur émérite à l'École d'urbanisme de l'Université de Waterloo, en Ontario. Et si on l'a invité, c'est bien sûr que ses champs de recherche comprennent l'aménagement à l'échelle métropolitaine, les centres-villes, ainsi que les centres secondaires et les infrastructures urbaines. Il fut membre du comité d'aménagement de la Commission de la capitale nationale, la grande région d'Ottawa, du comité scientifique de la Commission internationale des Grands Lacs et du panel de la zone centrale qui a mené à la formulation du plan A Place to Grow. Alors, je pense que vous allez, entre autres, nous donner des exemples de l'extérieur du Québec pour pouvoir nous inspirer sur la planification du territoire. Monsieur Filion, la parole est à vous. Merci, je vais installer mon PowerPoint un instant. Voilà, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne bien. Parfait. Alors, je vais vous entretenir de l'expérience de Toronto. Alors, pourquoi l'expérience de Toronto? Un instant, là, je pense que j'ai... Ah, voilà. Parce que parmi les exemples d'aménagement à l'échelle métropolitaine en Amérique du Nord, Toronto est un des cas qui a le mieux réussi. Il n'y a pas seulement que Toronto, Portland en Oregon est un autre exemple. Vancouver pourrait être aussi cité comme exemple. Remarquez que j'aurais préféré utiliser Copenhague comme exemple parce que j'ai l'impression que c'est l'exemple mondial où ça a le mieux fonctionné sur le plan, ou un de ceux où ça a mieux fonctionné sur le plan de l'aménagement métropolitain parce qu'on a suivi la même stratégie depuis la fin des années 40. Alors évidemment, il y a eu beaucoup de consistance dans l'aménagement régional dans le cas de Copenhague, ce qui n'est pas exactement le cas à Toronto, mais Toronto est mieux adapté au contexte nord-américain. J'ai une certaine connaissance du cas de Toronto parce que j'ai participé au panel d'experts qui a contribué à la formulation des objectifs de Place to Grow, comme le mentionnait Philippe. Aussi, j'ai fait pas mal de recherches au cours des dernières années sur la mise en place de ce plan, du plan A Place to Grow. Le plan a été adopté en 2006 par le gouvernement de l'Ontario. Ça, c'est important. C'est un plan provincial, ce n'est pas un plan municipal, ce n'est pas les municipalités qui sont regroupées pour arriver à ce plan-là, c'est la province qui l'a imposé aux municipalités et nous allons identifier ses principales caractéristiques. Euh, un instant là. Ce que j'avais oublié de dire, c'est que je vais parler de l'adhésion des raisons pour lesquelles il y a une adhésion des administrations régionales et locales au plan en question. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les municipalités ont appuyé le plan et n'ont pas résisté à la mise en place de ce plan-là? Aussi, je vais parler des tensions entre secteur urbain, secteur vocation rurale et touristique à l'intérieur de la grande région du Greater Golden Horseshoe, qui est la grande région sur la juridiction de ce plan-là. Et puis, je vais terminer en établissant certaines comparaisons entre la région de Montréal et celle de Toronto. Alors, la ceinture de verdure est un des éléments principaux du plan en question. C'est probablement la plus grande ou une des plus grandes ceintures de verdure au monde. Là, c'est parce que elle a 800 000 hectares. Et fait important à noter, c'est que lorsque la ceinture a été menacée lors de la campagne électorale de 2018, lorsque le Parti progressiste conservateur euh, évoquait la possibilité de construire de l'habitation dans la ceinture de verdure parce qu'il y a une crise du logement à Toronto. Il y a eu une grande mobilisation de plusieurs organismes et puis il y a eu aussi eu une mobilisation de l'opinion publique. C'est-à-dire que les gens sont d'accord avec l'existence de la ceinture de verdure et supportent le concept de la ceinture de verdure. Un autre élément du plan en question, c'est la création de centres urbains plurifonctionnels et de forte densité, ce qu'on appelle des Urban Growth Centers. Et puis, il y en a 25 Urban Growth Centers. Puis, je vais revenir à ce chiffre magique-là de 25 parce que ça correspond à peu près au nombre de municipalités à l'intérieur de la région en question. Ce qui fait en sorte que plus ou moins chacune des municipalités a son Urban Growth Center. Alors, il y a aussi à l'intérieur du secteur sous la juridiction du plan, et d'ailleurs, on le voit sur la carte, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est ce qu'on appelle le Greater Golden Horseshoe, un très grand secteur, à peu près 120 km du nord au sud,
30 ou 140 km de l'est à l'ouest. Alors, un très grand secteur qui, évidemment, n'inclut pas seulement que le périmètre bâti de la ville de Toronto, construit de la ville de la région de Toronto, mais aussi beaucoup d'espaces à vocation rurale et à vocation touristique entourant ce secteur-là. Dans le secteur en question, il y a plusieurs normes de densité et pour ce qui est des emplois et pour ce qui est des secteurs résidentiels. Euh, Aussi, à l'intérieur du secteur donné, il y a une concentration sur les transports collectifs, surtout sur le transport sur rail, extension du métro à Toronto et extension aussi des services de train de banlieue et aussi, et aussi de trains légers et aussi dans certains secteurs, mise en place de services d'autobus en voie propre. La stratégie de transport est reliée à celle des centres secondaires, c'est-à-dire que la plupart des centres secondaires ont leur transport euh, de haute qualité, là, sur rail ou de transport d'autobus en voie propre. Mais dans le moment, avec l'administration présente au niveau provincial, l'accent est revenu dans une certaine mesure sur la construction des autoroutes. On pourra peut-être en parler plus tard. Alors, première question. Pourquoi l'adhésion? Qu'est-ce qui explique l'adhésion des administrations régionales et locales au plan en question? Parce qu'on pourrait s'attendre que lorsque vous avez un plan qui est imposé par l'administration provinciale, les municipalités vont résister parce que les municipalités perdent une certaine proportion de leur pouvoir ou de leur marge de manœuvre. Mais l'adhésion des administrations municipales peut être reliée au fait que la population, en général, appuie les objectifs environnementaux de A Place to Go. Aussi, il y a l'avantage pour ces administrations-là qui sont reliées à l'amélioration des transports collectifs et aussi, je dirais même peut-être surtout, à la création des centres secondaires. Parce que le centre secondaire permet à une municipalité d'attirer de l'habitation à haute densité, en gros des tours de condos. D'ailleurs, on voit le cas de Mississauga en bas ici, avec les tours de condos qui ont été construites, mais aussi ça permet aux municipalités de tenter d'attirer des édifices de bureaux de catégorie A, ce que les municipalités ne pourraient pas faire autrement. Alors, il y a de clairs avantages sur le plan fiscal pour les municipalités d'avoir un Urban Growth Center ou un centre secondaire. Et puis, vous avez la même chose ici dans le centre-ville de Kitchener. Vous avez des nouveaux édifices qui ont été construits parce que le centre-ville de Kitchener est aussi un centre, un Urban Growth Center. Maintenant, pour ce qui est de la tension entre secteur urbain et secteur à vocation rurale, dès le départ, et puis j'ai parlé tantôt que j'ai participé au panel qui a formulé les objectifs du plan. Puis dans le panel en question, il y avait des gens qui provenaient des secteurs ruraux et des secteurs à vocation touristique et la majorité provenait des secteurs urbains. Et puis il y avait une différence, il y avait une importante différence dans les débats entre les positions qui étaient prises entre les deux groupes. Dans le cas des groupes qui provenaient des secteurs ruraux et des secteurs à vocation touristique, on parlait de développement économique, alors que les autres participants au panel, les autres membres du panel parlaient des problèmes de congestion routière, des problèmes de transport en commun et des problèmes de densité urbaine. Alors, cette division-là entre les perspectives au niveau du plan métropolitain sont demeurées jusqu'à maintenant, ce qui a fait en sorte que le gouvernement provincial a dû faire des ajustements pour le secteur au nord ici, le comté de Simcoe, qui est probablement l'équivalent des Laurentides par rapport à Montréal, qui est un secteur en grande partie villégiature, qui disait tout simplement, écoutez, vos objectifs en matière de densité, ça n'a aucun sens pour nous. On est dans un secteur rural. Vos objectifs en matière de transport en commun non plus n'ont aucun sens pour nous parce qu'on est dans une situation où vous avez un autobus qui passe à tous les jours. Vous avez un autobus par jour qui va passer. Alors, parler de secteur de transport collectif de haute capacité, ça n'a absolument aucun sens. On n'a tout simplement pas la population. La population est beaucoup trop dispersée. Alors, on a fait des ajustements au plan pour prendre en considération, pour considérer les différentes circonstances de ce secteur-là et aussi de d'autres secteurs périphériques. Maintenant, comparaison entre la région de Montréal et celle de Toronto.
Il y a des différences quant aux tendances de développement et aussi quant à la distribution de la densité. J'ai fait une recherche sur la distribution de la densité je pense que c'était parmi les régions métropolitaines au Canada. Et puis, la recherche a été faite à partir des données de recensement de 2006. Alors, c'est des données qui sont datées, mais ça peut quand même nous permettre de voir la différence entre les deux régions métropolitaines parce que je ne pense pas qu'il y ait eu tant de différence pour ce qui est de l'évolution depuis ce temps-là entre les deux régions métropolitaines. Je regrette de ne pas avoir fait les études pour la présentation en question, mais la raison pour laquelle, c'est que ça prend énormément de temps pour le faire parce qu'on parle de densité nette, pas de densité brute. Alors, on parle de densité seulement de secteurs construits et non des autres secteurs. Et ce qui fait en sorte que ça prend beaucoup plus de temps de le faire sur les sites. Alors, pour ce qui est de Montréal, à Montréal, il y a une plus forte densité dans les quartiers centraux. Les triplex montréalais en sont responsables, et aussi dans la première couronne de banlieue à Montréal. Les édifices, les édifices d'appartements de 4 ou 5 étages, donc on trouve en banlieue, et puis les duplex en banlieue aussi, ont un impact. Mais à Toronto, Toronto a une beaucoup plus forte densité au centre-ville comme tel et dans les différentes couronnes extérieures. Et ça, c'est important. Ce que ça veut dire, c'est que l'urbanisation qui se produit à Toronto dans les secteurs extérieurs se fait à beaucoup plus forte densité que ce qui se fait en comparaison à Montréal. Alors, les facteurs expliquant les plus faibles densités dans la région de Montréal pour ce qui est des couronnes extérieures, ben, c'est possiblement parce qu'il y a moins de mesures contraignantes contrôlant l'étalement, parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, il y a des objectifs quant à la densité qui doivent être respectés dans le plan Place to Grow. À Montréal, le zonage agricole est peut-être un petit peu plus flexible par rapport aux possibilités de développement urbain. Le prix inférieur des terrains, donc les prix sont beaucoup plus élevés à Toronto et ça, en soi, va faire en sorte que la densité, il faut avoir des pressions pour avoir plus de densité. Et aussi une question de fragmentation d'administration locale. Il y a beaucoup plus d'administration locale à Montréal, alors c'est beaucoup plus difficile de coordonner l'aménagement que c'est le cas à Toronto. Mais il y a aussi probablement un autre facteur, et je vais terminer avec ce facteur-là. C'est un facteur qui a trait aux infrastructures. Lorsqu'on parle du rapport entre les infrastructures et la densité et l'aménagement urbain, on pense surtout au transport. Alors, on se dit, bon, ben, une ville comme Los Angeles, il y a beaucoup plus d'autoroutes, il va avoir une densité plus faible qu'une autre région métropolitaine comme New York, par exemple, il y a beaucoup plus de transport collectif, il va avoir une densité plus forte. C'est vrai dans les secteurs centraux, c'est pas vrai dans la région métropolitaine en entier. Dans les deux cas, Los Angeles a une densité de population plus forte que New York, en tout cas. Mais il y a d'autres infrastructures qui peuvent aussi avoir un rôle à jouer là-dedans et sont les infrastructures qui sont reliées à l'eau. Comme Montréal, il y a de l'eau. Montréal étant un archipel, il y a de l'eau un peu partout. Alors, lorsqu'on regarde où sont situées les usines de traitement des eaux usées, on voit par exemple qu'à Montréal, c'est sur le long de la rivière des Mille-Îles, du fleuve Saint-Laurent, et aussi il y a d'autres sites environnementaux. Ce qui fait en sorte qu'une municipalité peut construire son usine de traitement des eaux, la même chose pour l'aqueduc, et puis aller de l'avant avec son développement à partir de ça, construire des tuyaux, et puis un développement qui est situé à partir de ça. Alors qu'à Toronto, pour le secteur qu'on bâtit centré sur Toronto comme tel, à peu près toutes les usines de traitement des eaux usées sont sur les rives du lac Ontario. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la croissance urbaine doit nécessairement suivre les tuyaux qui sont construits vers le nord. Alors, il n'y a pas de développement à la saute-mouton à Toronto de ce fait-là, parce que tant que le tuyau n'est pas construit, il ne peut pas y avoir de développement. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et puis j'ai hâte d'entendre les autres présentations. Merci beaucoup, M. Filion, pour avoir mis la table. C'est très intéressant d'avoir cette perspective-là, cette comparaison-là. Je me permettrai peut-être de souligner deux, trois choses que j'ai notées. Ben, d'une part, donc, un plan qui fonctionne en termes d'adhésion populaire ou même d'adhésion locale. Entre autres, parce que les gens comprennent les liens
que vous avez parlé des liens entre l'environnement et l'aménagement, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs qu'on peut appeler environnementaux, comme la ceinture verte. Ça, c'est quelque chose que tout un chacun, on peut bien saisir. Donc, ça nous permet de mieux adhérer à l'objectif qui, en fait, demeure un plan d'aménagement. Mais donc, je veux juste rappeler que les liens sont très forts entre l'aménagement du territoire et les questions environnementales qui sont de plus en plus saillantes pour nos populations à Laurentides, mais en général au Québec. D'autre part, une clé, parce que souvent, on rentre dans le cliché de si on veut planifier, si on veut urbaniser, c'est tout pour le centre d'une région métropolitaine, mais c'était très clair, je vous l'avais présenté, les différentes centralités qui ont accès chacun à leur pôle de développement. Chez nous, on parle beaucoup des TOD au Québec, dans la région de Montréal, les Transit Oriented Development, c'est assez similaire si on va à Toronto. Mais quand même, c'est donc dire que l'opposition n'est pas si réelle dans le plan. Puis finalement, la question du nombre de municipalités, c'est intéressant à souligner parce qu'on est dans une discussion, comme on l'a dit, très large sur le cadre de l'aménagement. Donc, il y a eu ces discussions-là au Québec dans le passé. Est-ce qu'on a le bon nombre de municipalités, le bon nombre d'élus, ces choses-là? Mais c'est des choses qui peuvent revenir sur la table également. Alors, c'était mes points à moi, tout simplement. Mais on pourra en discuter un peu plus loin si ça vous inspire. Je vais